Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 16 de la 5e saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous, mais Antoine est déjà au courant. Entre nous, les amis sont au courant parce que c'est écrit en gros sur le titre de l'émission. Patrice Marty est dans cette émission. Eh oui, bonsoir Patrice. Bonsoir Antoine, bonsoir Natacha, et bonsoir à tous. Bonsoir Patrice. Alors, on est super content de te recevoir parce que pour les très anciens de l'émission, ceux qui nous suivent depuis maintenant 7-8 ans, eh bien, ils t'ont déjà rencontré sur Miasme TV. Hein, tu étais venu nous parler de tes voyages sur l'île de Pâques, de la Vierge de Guadalupe, et puis des crânes de cristal. Voilà, on avait déjà eu pas mal de conversations autour de tous ces sujets de prédilection. Et là, coup de chance, notre amie Natacha s'est fait un petit week-end à Montpellier le week-end dernier, et pour aller au salon du bien-être que tu t'en organises un certain nombre chaque année. Et donc là, il s'avérait que c'était celui de Montpellier. Natacha, comment ça s'est passé? Alors, c'était donc un salon avec plein de gens super intéressants qui donnaient des conférences. J'y ai rencontré quand même notre ami Philippe Ferrer, qui est partenaire également, le youtubeur, qui est partenaire de la revue Infinité, parce que je présentais la revue. J'ai rencontré Jacques Martel et il y avait d'autres têtes d'affiche, comme on les appelle, hein, Nathalie Pernaut. Et puis, tu vas nous parler un petit peu de ça d'ailleurs, Patrice. Et en fait, j'ai parlé parce que, comme on l'a dit en off avec Antoine, il n'y avait pas le bouton. Justement, il n'y avait pas le bouton off. Et pour la petite anecdote, le dimanche, donc le samedi, j'ai même pas eu le temps d'aller déjeuner. Parce que moi, je présentais en fait la revue Infinité. Donc, il y avait des gens qui venaient sur le stand, je leur racontais mes articles, etc. Puis, je suis passionnée, donc je leur racontais mes articles. Et le dimanche, donc le samedi, j'ai pas déjeuné. Le dimanche, je me suis dit, oh là là, il faut que j'aille vite aux toilettes et déjeuner, parce que bah, il y avait le stand quand même. Donc, j'y suis allée. J'ai ramené mon déjeuner à 14 heures. Je l'ai terminé à la fin du salon. Donc, j'ai la voix un peu cassée. Puis j'ai ramené, tu vois, notre anti cadeau, notre ami Patrice. Patrice Marty. Alors, je vais vous le présenter, les Ben oui, amis. parce que pour ceux qui le connaissent pas, parce qu'on a aussi beaucoup de nouveaux amis, euh, présente-nous Patrice, s'il te plaît. C'est un explorateur des mystères anciens et des civilisations perdues. Rien de moins que ça. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai interviewé aussi sur le salon. Vous irez regarder sur ma chaîne l'interview qui est passionnante. Mais là, en avant-première, on aura l'interview avec Antoine. Et Patrice, tu auras plein de questions, Antoine, j'en suis sûre. Parce que Patrice est un autodidacte passionné par les anciennes civilisations. C'est ça qui est fascinant. Il a consacré sa vie à l'étude des sites sacrés, des crânes allongés, des artefacts mystérieux, et puis des phénomènes atypiques, comme évidemment les crop circles. Vous connaissez hein, sur la chaîne d'Antoine, c'est sûr, vous connaissez les crop circles. Les crânes de cristal, et c'est là-dessus que je l'ai interviewé, puis c'est là-dessus que j'ai encore des petites questions, et puis les énigmes des pyramides. Alors, tu fais, Patrice, et tu vas nous dire ça, tu fais de nombreux voyages initiatiques. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Ces voyages ont lieu à travers le monde. Il y a le Pérou, la Bolivie, le Mexique, le Guatemala, l'île de Pâques, Bosnie, Angleterre, les Indiens, Hopi, parce que ces expéditions permettent quand même aux participants de se connecter à ces connaissances ancestrales en échangeant avec bah, les autochtones, les chamans, explorant des lieux empreints de spiritualité. Donc, tu écris aussi des livres. Tu as sorti ton dernier livre. Tu vas nous en parler, puis tu vas nous préciser un petit peu tout ça. Donc, on se disait bonjour. Alors, bonjour Patrice, ravi de te retrouver.
Merci Natacha. Rebonjour effectivement de se retrouver après le salon de Montpellier. Voilà, c'est un peu plus tranquille, un peu plus zen pour moi. Ouais. Ouais, c'était intense, hein. Il y a eu beaucoup de choses. Redis-moi les conférenciers, il y avait qui dans ton... On avait effectivement, tu l'as dit, Jacques Martel, on avait Nathalie Marquet-Pernot qui était avec nous, on avait Arnaud Rioux, on avait le professeur Christian Perron qui était là, Philippe Ferrer, donc voilà, vraiment un super joli plateau et sur Montpellier. Le week-end d'avant, on était sur le salon de Bordeaux euh, où le magazine Affinité aussi était présent et représenté. Donc voilà, et là j'avais à peu près le même plateau. On avait Pierre Jovanovic qui était là également. Enfin, voilà, on a souvent de super conférenciers qui viennent sur les salons et vraiment je suis super content de ça parce que c'est rare d'avoir des têtes d'affiche comme ça regroupées sur un salon. En dehors de Paris, bien souvent, c'est en région parisienne qu'on retrouve ces plateaux-là. Et voilà, de les avoir sur les salons en province qui viennent aussi à la rencontre du public sur différentes villes où je travaille, je trouve ça sympa, et pour eux, et pour le public qui vient à la rencontre. Dernièrement, j'ai eu la chance de voir ton livre sur les crânes de cristal. Je t'ai interviewé sur le salon et tu me racontais des choses assez intéressantes sur ton parcours. Et j'avais cette question, mais qu'est-ce qui t'amène à vivre tout ça? Qu'est-ce que tu vis avec ces expériences extraordinaires? Enfin, j'ai plein de questions à te poser. Donc, la première des questions, qu'est-ce qui t'amène à vivre tout ça? J'ai pas de mérite, on va dire. Je suis arrivé comme ça avec cette curiosité dès tout petit et même cette reconnexion, je pense, avec les crânes de cristal. J'ai commencé à dessiner des crânes, j'avais 6 ans ou 7 ans, donc c'était en moi, c'est pas quelque chose que j'ai appris qui est venu de l'extérieur. Je pense que je suis arrivé dans cette vie avec des mémoires certainement de vie passée avec où j'avais déjà été en contact avec ces artefacts. Et voilà, ça s'est reproposé à moi dans cette vie et j'ai voulu euh, m'y intéresser vraiment sur le phénomène et parcourir le monde aussi à la recherche de ces artefacts et d'aller à la source qui est bien souvent le Mexique ou l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, surtout l'Amérique centrale, où on a pas mal de connexions comme ça avec des crânes anciens. Et comme je pouvais pas partir partout à travers la planète, ben j'ai décidé, au lieu de partir, de les faire venir. Et c'est comme ça qu'est né le premier festival des crânes de cristal que j'ai organisé en 2004 ou 2005, je sais plus, 2005, jusqu'en 2011, où j'invitais les gardiens de ces crânes anciens, de cette légende maya. Je les faisais venir en France pour que maximum de monde puisse y avoir accès. J'ai réintroduit comme ça, ou introduit comme ça, l'énergie des crânes de cristal en France, parce qu'en 2004-2005, quand j'ai lancé le premier festival des crânes de cristal, tout le monde m'a pris pour un fou en me disant ça marchera jamais ton truc, c'est un truc trop barré. Les crânes de cristal, personne n'en parlait. Indiana Jones n'était pas encore sorti. Il est arrivé bien plus tard. Et, et, euh, et voilà, et avec ce festival des crânes de cristal, vraiment, j'ai beaucoup communiqué autour de la thématique, autour de cette énergie-là. Et voilà, ça a pris beaucoup d'ampleur, puisqu'aujourd'hui, plein de personnes travaillent avec l'énergie des crânes de cristal en France. Il y en a qui font des formations, je vois des stages passés, je vois plein de choses et je suis super content d'avoir été à l'initiative de ça parce que derrière d'avoir fait des émules comme ça sur plein de gens qui travaillent avec l'énergie des crânes de cristal, je suis juste super content, super fier d'avoir été comme ça un peu précurseur. Ça m'a valu quelques soucis, je vous cache pas, parce qu'à l'époque, en 2004, travailler sur les crânes de cristal, c'était pas forcément vu très très bien par nos instances. Ils pensaient peut-être qu'il y avait une secte là derrière qui pouvait se cacher. Donc j'ai eu droit à un contrôle fiscal, j'ai eu droit à être sur écoute pendant un peu plus d'un an. Pendant qu'on faisait le festival des crânes de cristal, on avait un hélicoptère en stationnaire pendant 3 jours. Enfin voilà, on a eu quelques petits suivis comme ça on va dire. Et quand ils se sont aperçus qu'il y avait rien de sectaire là-dedans, que c'était assez bon enfant, ça s'est arrêté. Mais voilà, donc ça n'a pas été simple au début, mais le festival en lui-même a rencontré un succès tout de suite. Ouais. Et je confirme parce que tu disais que tu as fait des émules.
Et justement, il y a quelqu'un que tu avais rencontré pour la première fois lors du, alors je sais plus si c'était ton premier ou deuxième festival, c'était Amel, voilà, qui était effectivement gardienne de crâne de cristal, et puis qui a fait des rencontres avec des crânes à ce moment-là assez extraordinaires. Et justement, Amel, eh bien, on a fait une émission, bien sûr, le job de gardienne de crâne de cristal, et puis ses relations avec ces crânes, et puis elle nous parle aussi un peu des fameux crânes, un peu les plus connus au monde. Et cette émission, eh bien, on la diffusera logiquement, les amis, Mimi, juste après cet épisode de Mimi, donc en deuxième partie de soirée. Sinon, vous l'aurez dans la semaine prochaine qui arrive. Donc, ça complétera en plus, tu vois, très bien ton interview, parce que effectivement, voilà, vous avez des destins qui sont un peu liés, un peu croisés. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens après qui ont commencé à travailler avec les crânes, qui ont fait plein de choses, et tant mieux, c'est génial. C'est vrai qu'après, hein, la chance que j'avais d'organiser ce festival, c'est que les gardiens arrivaient souvent 3, 4 jours avant le début du festival, parce que la plupart venaient des États-Unis, avec des décalages horaires, des choses comme ça. Donc j'avais la chance de passer presque une semaine entière avec les crânes qu'ils amenaient, et ils me faisaient confiance. J'avais les crânes avec moi pendant la nuit, donc j'ai dormi pendant une semaine avec Max, ou avec Shannara, ou avec ses crânes anciens comme ça avec moi. Et voilà, c'était juste des nuits magiques où je dormais pas beaucoup parfois, parce que voilà, faisais des méditations, je faisais un travail avec eux, c'était vraiment super. Ou quand le crâne de Michael Joss aussi est venu, voilà, j'étais super content d'avoir pu le rencontrer, et pas que juste pendant les 2 jours ou 3 jours du festival. Il était là pendant une semaine. Donc, passer une semaine avec le crâne de Mitchell et Joss, dormir avec et tout, c'était top. Et donc voilà, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Je sais pas si on pourrait refaire la même chose aujourd'hui, mais ça me titille. J'ai bien envie de refaire un festival des crânes de cristal, oui. Oui, il y avait Kathleen Murray aussi qui était là assez effectivement. Ouais, il y avait Kathleen qui était là. C'était la première fois qu'elle venait en Europe, enfin pas en Europe, en France, pardon, parce que elle était du côté de l'Angleterre et de l'Écosse. Mais c'est la première fois qu'elle venait en France pour le festival des crânes de cristal. C'était celui de 2007 quand elle est venue, avec justement le crâne de Mitchell Hedges. Elle nous avait amené le crâne de Mahatma Satman, et elle avait aussi son crâne en cristal jade qu'on retrouve dans le livre, bien évidemment les deux. Il y avait le squelette aussi, Askara, qui était là, et voilà, ça fait partie d'un chapitre sur dans le bouquin les fameux squelettes, puisqu'il y a, je parle du squelette d'Ascara, de ce fameux squelette en jade, mais je parle aussi d'un autre squelette qui a été retrouvé, qui lui est tout en cristal, et qui est juste magnifique. La légende voudrait que ce soit le squelette de Amaramuru, le dernier prêtre atlante qui serait parti après sur l'Amérique centrale. Et au moment de décéder, il aurait transmuté son squelette en cristal. Et voilà, dans le livre, j'ai la photo du crâne, j'ai la photo du cœur, des parties du squelette. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui sont venues à moi sur le bouquin. C'était juste magique. J'ai retrouvé des documents, des infos que m'avaient donné les gardiens à l'époque quand ils sont venus en 2004, 2005, 2007, enfin, voilà, jusqu'en 2011. Et j'ai retrouvé des infos, j'ai retrouvé des façon de travailler qui m'avait donné, que j'avais, et c'est vrai que j'avais pas replongé dedans depuis, et voilà, et en préparant le livre, voilà, c'était super de pouvoir me reconnecter à tout ça, et vraiment, même pendant toute la phase d'écriture, j'avais l'impression d'être euh, euh, pas surveillé, mais voilà, j'avais l'impression que tous ces gardiens qui sont décédés, et qui sont venus sur des festivals, je pense à David Walker ou Madame Nocerino, ou ces gens-là, ben, ils m'ont accompagné pendant toute l'écriture du livre, ou mon frère Cayoum du Mexique, de la tribu des Lacandons. Et pendant toute la phase d'écriture, j'avais l'impression d'être porté comme ça par toutes ces personnes-là, et qui sont parties, et qui ont fait l'histoire aussi des crânes de cristal. Et c'est aussi ça que je voulais transmettre dans ce livre, pas que euh, des choses que j'ai vécues. J'ai vraiment voulu aussi rendre hommage à tous ces gens qui, pendant des années, ont travaillé sur l'énergie des crânes de cristal, bien avant moi, puisque ça a commencé dans les années 40, où il y a des gens comme ça qui ont commencé à travailler, comme Nick Nocerino, qui a créé un institut de recherche sur les crânes de cristal aux États-Unis. C'était dans les années 44, 45, par là. Donc voilà, il y a tous ces personnages avant moi qui m'ont précédé, et qui ont fait un travail de dingue sur les crânes.
je voulais leur rendre hommage. Alors, il y en a plein qui sont encore vivants, hein, heureusement. Mais voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir leur rendre hommage et qu'ils soient présents dans ce livre. Et voilà, ça s'est fait. Et je suis super content parce que on a réussi à faire un livre tout en couleur avec plein de photos. Je voulais vraiment des photos pleine page des crânes pour qu'on puisse bien ressentir l'énergie de ces artefacts et qui sont, voilà, pour moi, des véhicules incroyables et d'éveil, de développement personnel, voilà, d'amour, de joie. Enfin voilà, souvent je les associe aux dauphins. Je trouve qu'il y a une énergie un peu comme ça similaire. Moi, je vais nager tous les ans avec les dauphins et voilà, il y a une espèce de similitude dans la joie, l'amour que ça peut générer. Tu parlais tout à l'heure de la légende autour de ces crânes et tu parles de gardiens. Figure-toi que moi, je ne connais pas grand-chose à tout ça et peut-être Ouais. que certaines amimies connaissent toutes ces légendes et tout ce dont on parle autour des crânes de cristal. Mais moi, j'aimerais bien, pour ceux qui, comme moi, ne seraient pas très au fait de tout ce domaine, j'aimerais bien que tu précises de quoi il s'agit. Donc, la légende, Alors, ce que sont ces crânes de cristal, les gardiens et ce que c'est censé faire. ça fait beaucoup de questions Hein. en une. Alors, la légende. Au départ, la légende explique qu'il y a 13 crânes de cristal, que ces 13 crânes de cristal auraient été ramenés chez les Mayas au moment où l'Atlantide s'est cassé la figure. Avant que l'Atlantide se casse la figure, les 13 crânes auraient été ramenés au Guatemala et conservés dans une grotte pendant de nombreuses années. J'ai été dans cette grotte, on a fait des cérémonies avec des anciens, là-bas, avec des chamans. Et, euh, et ensuite, avant que les Espagnols n'arrivent, les crânes ont été dispersés parce qu'ils ne voulaient pas que ça tombe dans les mains des Espagnols, parce que ils disaient que c'était trop de puissance pour une seule personne ou une seule nation. Il fallait vraiment que ce soit protégé. Donc c'est pour ça que les crânes ont été dispersés, qu'on en retrouve au Belize, au Mexique, au Honduras, un peu partout, au Guatemala, sur toute l'Amérique centrale, comme ça, et un peu l'Amérique du Sud. Donc voilà pour la partie Maya. Et la légende Maya parle au départ qu'il existait 12 mondes, donc des mondes galactiques, hein, extraterrestres, exogènes, on y met le mot qu'on veut, que chaque monde aurait créé un crâne de cristal en y mettant à l'intérieur toute sa connaissance euh, et tout son savoir. Et c'est ces crânes qui ont été ramenés sur la planète des enfants, dans une pyramide en Atlantide qui s'appelait l'Arche. Et c'est là où les crânes, a priori, étaient conservés. Voilà la légende. Il y a une autre légende qui dit que quand ces 13 crânes seront de nouveau réunis, ils auront un message à délivrer à l'humanité. La date butoir était de 2012, avec cette fameuse date de ce calendrier qui s'arrêtait en 2012. Alors, des calendriers mayas, il y en a pléthore. Et il y en a un qui s'arrêtait effectivement au 21 décembre 2012. Et ça ne disait absolument pas que c'était la fin du monde ou quoi que ce soit. Ça, c'est le côté fantastique et qui fait vendre du papier qui a pris le relais. Mais on n'a jamais, il y a jamais eu ça dans la légende. La légende dit juste qu'ils avaient un message, qu'ils ont un message à délivrer à l'humanité. Point barre. Et on ne sait pas ce que c'est que ce message. Certains pensent que ça pourrait être des sons. On ne sait pas. Personne n'en sait rien, absolument rien. Et voilà, donc ces crânes aujourd'hui, il y en a certains qui, pour moi, pourraient faire partie de cette légende maya qu'on a retrouvée. Moi, j'en ai une dizaine que j'ai pu classer dans ces crânes qui feraient partie de cette légende maya et que je propose dans le livre. Et d'autres qui sont aussi des crânes anciens, mais qui font pas partie de cette lignée des 13 crânes. Il y a une grand-mère chamane qui s'appelle Fleur de Maillot, avec qui je collabore. Elle fait partie du conclave des 13 grand-mères chamanes guérisseuses autochtones dans le monde. Ils ont une association sont souvent reçus par le pape, par tous les grands dirigeants. Enfin, voilà. Ils font un travail de dingue, ces 12 femmes, ces 12 grand-mères. Et c'est Fleur de Maillot qui a fait la préface du livre, parce que voilà, j'ai un lien de cœur avec elle qui est incroyable. Et elle a tout de suite accepté d'être présente aussi dans ce bouquin. Et vraiment, je la remercie pour ça, parce que d'avoir sa sagesse dans ces pages, pour moi, c'est un pur bonheur. Et, euh, et un jour, Fleur de Maillot me dit, tu sais, pour nous, au Guatemala, il n'y a pas que 13 crânes de cristal. Il y a 4 lignées de 13 crânes, dont une lignée en cristal, mais il y a encore aussi 3 lignées de crânes anciens dans d'autres pierres, dans d'autres matériaux. Et c'est vrai qu'on a retrouvé des crânes anciens dans du quartz rose, dans du quartz fumé, dans plein d'autres matières.
Donc ça pourrait expliquer cette légende-là de ces 4 lignées de 13 crânes qui donne un chiffre sacré pour les Mayas, qui est le 52, qui est aussi un chiffre important pour nous, hein, puisque dans notre année, on a 52 semaines. Voilà. Et c'est pour ça aussi que dans l'oracle des crânes de cristal que j'avais fait, il y avait 52 crânes qui sont proposés pour pouvoir travailler avec. Donc voilà, c'est toutes ces légendes comme ça qui sont empreintes de mystère et qu'on n'arrive pas à certifier. On ne sait pas si c'est de la légende, si c'est du vrai, si c'est du faux. Et voilà, donc ça navigue entre ça. Mais les légendes sont là. Alors c'est vrai que vu d'ici, de loin, on se dit c'est des bêtises, c'est légendes, etc. Dès qu'on est là-bas, au Mexique ou au Guatemala, ils ont une conscience de ça, ou des crânes de cristal. Et pour eux, c'est un truc qui est juste normal et ils sont vraiment très ouverts avec ça, très branchés là-dessus. Enfin, pour eux, il y a pas de débat possible, quoi. Et c'est vrai que dès qu'on reprend l'avion, qu'on revient ici en Europe, il y a cette chape un Ah petit ben, on est dans un monde en Europe de sceptiques, les fameux cartésiens, même si on peut être et cartésien et être ouvert à tous ces sujets-là, ce qui est mon cas. Et d'ailleurs, moi je trouve que tu as un exemple qui est vraiment très, très parlant, très significatif pour à toutes ces personnes qui se disent c'est du grand n'importe quoi, ces histoires de crâne. C'est c'est un exemple en plus que tu arrives à réitérer, donc c'est pas un coup de bol, c'est quand tu vas positionner ton crâne, alors je sais plus sur on va dire étendue d'eau tu te positionnes, tu mets ton crâne sur le bord de cette étendue d'eau et il y a les dauphins qui à un moment donné viennent parce qu'ils ont senti justement les émanations du crâne. Est-ce que tu peux nous remettre cette histoire plus précisément? Parce peu. que Ouais, bien sûr. Ça, c'était une année, j'étais au Mexique. Et c'était, encore une fois, c'était avant Indiana Jones. Parce que après il y a eu un avant, un après Indiana Jones. Avant Indiana Jones, c'était super compliqué de parler des crânes de cristal. On me prenait pour un fou. J'ai eu des moments de solitude incroyables, dont celui-là que je vais vous raconter. Et après Indiana Jones, je leur disais, vous avez vu le dernier Indiana Jones? Oui, je leur disais, c'est pareil. Oh, ben super, allez-y. Donc, voilà, c'était beaucoup plus facile. Et un jour, donc, avant Indiana Jones, j'étais au Mexique, et là, j'ai mon crâne de cristal, Sirius, qui est là derrière, et qui me dit, je voudrais nager avec les dauphins. Et nager avec des dauphins, donc on arrive à trouver un endroit où il est possible d'aller nager avec des dauphins. On y va et là, je rencontre la personne avec qui ça va se passer et je lui explique que je veux nager avec mon crâne de cristal avec les dauphins. Donc c'est là, j'ai bien compris que j'étais seul au monde à ce moment-là et il m'a pris pour un fou, clairement et mais il savait pas quelle taille il avait le crâne. Et il me dit que non, que c'est pas possible, que quand on va nager avec les dauphins, il faut enlever les bagues, les bracelets, les boucles d'oreilles, les montres, etc. Il ne faut rien pour pas abîmer la peau des dauphins. Et donc j'insiste beaucoup. Il me dit bon, on va aller voir la directrice parce que j'avais bien compris que j'étais en train de le saouler. Et on va voir la directrice. La directrice me fait les mêmes réponses. Et dans ma tête, je dis à mon crâne qui s'appelle Sirius, je lui dis écoute, fais quelque chose parce que là on s'en sort pas quand même, hein. Il faut faire un truc. Et je ne sais pas pourquoi la directrice, elle me dit: «Est-ce que je peux le voir le crâne?» Et moi j'ai pas: «Asseyez-vous». Donc elle s'assoit, je lui sors le crâne, je lui colle sur les genoux. Elle le caresse comme ça pendant, je sais pas, 10 secondes. Elle me regarde, elle me dit: «Bon, bah, d'accord». Je ne sais pas pourquoi elle a changé d'avis aussi vite. Merci Sirius. Et donc comme ça, le gars, il me dit: «Bon, bah, on va aller nager avec les dauphins». Et donc je suis, je pose Sirius dans l'eau et là, il y avait trois quatre dauphins. Il y en a un qui, dès que je mets le crâne dans l'eau, hop, qui fait demi-tour et qui vraiment vient très très vite sur Sirius. Je le sors de l'eau, j'ai juste le temps de le sortir de l'eau. Et là, il sort lui aussi de l'eau et il vient mettre son rostre sur la bouche de Sirius et il se met à chanter. C'était génial, c'était vraiment une expérience magique au niveau chakra-cœur. C'était une explosion de joie, d'amour, c'était juste magique. Il s'est arrêté de chanter, il s'est encore surélevé, il est revenu poser son rostre sur le nez du crâne et il a recommencé à chanter, comme s'il lui transmettait des messages, comme s'il l'encodait. Je ne sais pas comment dire, hein. C'était juste magique. Et pareil, encore une fois, une explosion au niveau du chakra cœur. C'était un moment vraiment très,
très fort, très intense, je t'assure, c'était super bizarre. Et enfin, il s'est arrêté de chanter, il s'est surélevé une troisième fois, et il est venu mettre son rostre sur le front du crâne, et sur son troisième œil. Et là, il s'est remis à chanter encore. Là, c'était tellement fort, moi, je pleurais de joie, de je sais pas de quoi, mais voilà. Je me suis retourné, tout le groupe pleurait, le monsieur qui m'avait dit non pleurait, tout le monde pleurait. Et voilà, c'était juste magique ce moment-là. Et, et j'ai pu avoir des photos. Alors ça, c'était encore un moment incroyable parce que quand ça s'est produit, je savais pas que quelqu'un prenait des photos. Et donc c'est dans un parc un peu comme chez Mickey. Et à la fin, tu passes par la boutique forcément, et tu as toutes les photos de la journée qui défilent sur des écrans. Et à un moment donné, je vois mon Sirius avec les dauphins. C'était voilà, donc forcément, j'ai acheté les photos et que j'ai mis dans le livre, bien évidemment, et que vous pourrez découvrir. Vous verrez l'œil du dauphin, c'est juste magique. Après, j'ai été dans le prendre dans mes bras, le dauphin, je lui ai fait plein de bisous, c'était trop beau, j'adore ça. Et voilà, et depuis, je vais nager avec les dauphins tous les ans. C'est des dauphins, aussi pour le coup, qui sont en totale liberté. Ils ne sont là que s'ils ont envie, mais c'est leur maison, donc ils sont là assez souvent. Et voilà, et ça, c'est vraiment des moments magiques. Je pense que la réaction du dauphin avec le crâne de cristal, le dauphin, c'est le seul mammifère qui a vraiment de la silice dans le cerveau. Nous, on a de l'apatite, mais lui, il a de la silice. Je pense peut-être que c'est cette silice à silice, peut-être ils se reconnectent, ils se reconnaissent, je sais pas, et ça match comme ça. Je sais pas si c'est ça ou autre chose, mais c'est vrai que les dauphins, on dit souvent que les dauphins, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais sont connectés avec l'étoile Sirius. euh, et mon crâne s'appelle Sirius, donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui se passent quand on est gardien d'un crâne. Il peut y avoir des, moi j'ai eu plein de choses magiques et merveilleuses qui se sont produites grâce à Sirius et que j'aurais pas pu forcément vivre et qui se sont produites. Alors si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à tout le monde, hein. Je suis pas une exception, tout le monde peut vivre des choses similaires. Il faut juste être au bon moment, au bon endroit et être attentif aux signes, voilà, que parfois nous envoie l'univers. Et je dis toujours, moi, l'univers fait tout pour le mieux. Donc, Que sont les gardiens des crânes et que font-ils? bien souvent, alors être gardien d'un crâne, je pense que c'est une responsabilité parce que c'est pas anodin. Alors soit on est gardien d'un crâne et on le laisse sur une étagère à prendre la poussière, donc là, il va rien se passer. Euh, Si ce n'est que le crâne voilà, va être aussi actif qu'une lampe de chevet. Après, si on commence à travailler avec, j'ai l'impression que il y a comme une conscience qui vient à l'intérieur de l'objet, de ce crâne. Et une année, quand j'étais parti voir les Indiens Hopi, j'avais passé toute une journée avec Dronvalo Melchizedek, qui a écrit le bouquin sur la fleur de vie. Et Dronvalo m'expliquait que pour lui, c'était des anciens, des chamans souvent pour lui, qui, au lieu de se réincarner en être humain, venaient passer un moment dans des crânes de cristal et s'incarner, on va dire, dans un crâne de cristal. J'ai eu aussi des choses qui se sont produites où ça serait plutôt des consciences galactiques, peut-être exogènes, qui viendraient habiter un crâne pendant un temps et comme ça pouvoir communiquer. Je sais pas qui a raison, je veux pas le savoir, je m'en fiche. C'est pas le débat pour moi, c'est les crânes, effectivement, ils ont une entité. Donc on est gardien d'un crâne de cristal. Je pense pas forcément que ce soit nous qui choisissions, mais je pense que c'est toujours le crâne qui va choisir son gardien et pas l'inverse. Des fois, ça fait bizarre à l'ego, mais il faut s'y faire. C'est pas nous qui choisissons, c'est vraiment les crânes qui nous choisissent. Et c'est comme ça qu'on devient gardien d'un crâne. Euh, Ensuite, il y a des gens qui se sentent plus comme des porteurs de crâne. Juste, ils les portent, ils les trimballent à droite, à gauche. Moi, j'ai envie d'être co-auteur de ça avec mes crânes et donc on vit des choses. Voilà, c'est vrai que je voyage, mais il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde comme je le fais. On peut très bien vivre des choses extraordinaires, les pieds dans une rivière ou assis adossé contre un arbre. Donc c'est pas voilà, il y a pas de besoin d'aller à l'autre bout de la planète ou rencontrer les Incas, les Mayas ou les Pacha. Sauf que pour le coup, ton Sirius, c'est quand même un facilitateur de contact avec, on va dire,
des personnalités, des tribus qui sont en général plutôt fermées à notre monde occidental. Et limite, dès que tu présentes Sirius, ça t'ouvre toutes les portes. T'as plusieurs exemples comme ça. T'as un exemple sur l'île de Pâques, il me semble. T'as aussi un exemple, c'est au Mexique, au Guatemala, je sais plus, où au début les contacts sont compliqués. Et dès que tu sors Sirius, c'est magique. Oui, c'est vrai c'est un facilitateur, ça c'est indéniable. Et puis il est chargé aussi de toute cette transmission. On part du principe que quand deux crânes sont en contact, ils échangent de l'information. C'est pas juste une idée, hein, ça a été photographié, la photo est dans le livre et on peut le voir très très bien. Et Sirius, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'organisais le festival des crânes de cristal, je passais une semaine où je dormais avec les crânes. Forcément, Sirius était avec moi. Et il s'est emmagasiné de toutes ces informations, de tous ces crânes avec qui il a aussi passé beaucoup de temps. Et ça a été une chance pour moi, comme pour lui, de pouvoir emmagasiner autant d'informations de ces crânes anciens. Parce que l'idée, c'est ça. Il y a pas un vrai crâne, il n'y a pas des faux crânes. Il y a juste des crânes qui sont plus anciens, avec une information qui est plus riche, plus dense est différente de ce qu'on pourrait nous produire sur Terre. Ensuite, il y a des crânes dits contemporains comme Sirius qui se chargent d'informations. J'ai l'impression qu'ils se chargent au contact d'un autre crâne ou au contact d'un dauphin comme l'expérience qu'on a vécue, ou au contact de sites aussi. J'ai l'impression que quand je l'amène sur des sites sacrés, c'est pour ça que je le trimballe partout, il emmagasine beaucoup d'informations et beaucoup d'informations des sites, de la mémoire des sites. Et, euh, et si j'y vais, c'est parce que moi aussi, perso, j'ai des liens avec ces endroits-là et que je viens retravailler, reconnecter ces lieux. Et c'est vrai que quand on arrive avec un crâne, en plus, Sirius, il est gros, il a taille humaine, c'est un gros morceau, c'est pas porte-clés le truc, tu vois. Donc voilà, quand il est là, ça se voit. Voilà, c'est pas. Alors j'essaye de faire discret souvent, je lui mets une casquette dessus, j'essaie de le planquer un peu, mais les gens le voient, il est gros. Et c'est vrai que j'ai plein d'anecdotes comme ça où il a ouvert des portes physiquement, des choses qui étaient fermées, il a réussi à m'ouvrir des portes. Donc, oui, il y a des choses qui se passent quand on est avec un crâne comme ça qui fait ce travail-là. En plus, il fait un travail vraiment comme une bibliothèque d'emmagasiner beaucoup d'informations pour la restituer, parce qu'on part du principe que c'est du quartz, le cristal, ça emmagasine l'information, et on sait que ça peut la restituer. C'est la mémoire vive des ordinateurs. Aujourd'hui, tous les plus gros fabricants d'ordinateurs ont des départements de cristallographie pour étudier le cristal, parce que c'est la mémoire vive des ordinateurs. Donc c'est pas couillon comme idée que le cristal, un crâne en cristal puisse emmagasiner de l'information et de pouvoir à un moment donné aussi la restituer. Voilà. Alors souvent je lui demande hein, qu'est-ce qu'il a reconnecté, ces deux grandes phrases, c'est pas le moment ou que je ne suis pas prêt, moi perso. Bon, donc ça m'agace des fois un peu, mais voilà, c'est parce que j'ai aussi mon travail à faire perso. C'est pas à lui c'est pas ma béquille, c'est pas quelque chose sur lequel je me repose. J'ai à vivre moi ce que je dois vivre, et après parfois ça se rejoint, et ça c'est magique d'ailleurs quand ça se rejoint. Et voilà, mais c'est important quand on est gardien d'un crâne aussi de pas être dépendant de ça. Il faut être soi et vivre avec des crânes. Moi j'en ai plusieurs dont je suis le gardien, et voilà, mais c'est beaucoup de joie, des moments incroyables. Alors j'imagine que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie, mais déjà tu avais une certaine démarche, qui t'a amené à ça. Tu Pourquoi les crânes de cristal? Et alors, une question fondamentale pour moi que j'ai depuis tout à l'heure, c'est pourquoi la forme de crâne de cristal, la forme de crâne en fait, pour emmagasiner, de l'information? Est-ce que tu as pu avoir cette information via Sirius Alors, ou je pense que la forme, elle est euh, très connectée basiquement avec la forme d'un crâne humain, parce que c'est là où il y a le cerveau. Pourquoi dans toutes les cultures du monde entier, le crâne est un symbole de connaissance? Il n'y a que dans la religion catholique où c'est un symbole de mort, hein. Sinon, dans les cultures du monde entier, c'est la symbolique de la connaissance partout. Même dans la culture catholique, c'est la connaissance. Même si l'Église ne le reconnaît pas, c'est la connaissance. Jésus il a été crucifié sur le mont Golgotha, qui veut dire le mont du crâne en hébreu, le mont de la connaissance, même si ça fait référence au monde d'Adam, avec le crâne d'Adam, mais on est sur de la connaissance.
Souvent, Jésus est représenté avec à ses pieds, quand il est sur la croix, un crâne à ses pieds et un serpent. C'est la connaissance et la guérison. Le serpent, c'est le caducée des médecins, c'est le caducée des pharmaciens. C'est le soin, c'est la guérison. L'Église a voulu en faire l'animal du mal. Donc on a 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne à se défaire avec cette symbolique de mort, mais c'est avant tout un symbole de connaissance partout sur la terre. Donc voilà pour la symbolique du crâne en lui-même, c'est important. Et c'est pour ça que c'est représenté. Après, il y a certainement l'onde de forme qui joue aussi, forcément, il doit y avoir quelque chose. Je travaille beaucoup sur les crânes allongés, donc j'ai beaucoup pris sur le crâne. Et voilà, donc j'ai l'impression que cette forme-là, elle est importante parce que tout simplement, c'est la forme du réceptacle de notre cerveau, là où on emmagasine, nous, notre propre connaissance. Et après, tu me disais comment j'en suis arrivé là, mais comme je te disais tout à l'heure, encore une fois, j'ai pas de mérite. Je suis arrivé tout petit, je dessinais les crânes, j'avais déjà ce lien avec. Quand j'ai redécouvert les crânes de cristal dans un bouquin, je dois avoir 14, 15 ans. Je savais que c'était ça que je dessinais. Je l'ai pas appris. Je savais tout petit déjà que c'était ça. Même après, à 14 ans, quand je les ai vus la première fois, il n'y avait pas Internet, donc c'était pas simple à l'époque. On pouvait trouver de l'info que dans des bouquins ou dans des revues, des magazines, des trucs comme ça. Et quand la première fois que j'ai vu un crâne de cristal, je me suis dit, mais c'est ça que je dessine. C'est ça. Je savais pas pourquoi, mais je savais que c'était ça. Et voilà, après, quand j'étais euh, plus adulte, j'ai eu la chance d'aller rencontrer un crâne ancien qui venait pour la première fois en Hollande et qui s'appelle Max. Et voilà, quand j'ai posé mon troisième œil sur Max et sur le sien, j'ai tout un film qui est passé, qui a défilé comme ça et que je ne connaissais rien, que j'avais jamais vu. C'était les Mayas. Et après, j'ai commencé à travailler sur les Mayas. J'ai commencé à travailler tout ça. Mais et après, j'ai tout de suite été sur le terrain parce que pour moi, c'est bien d'étudier, c'est bien Internet, c'est bien les bouquins. Mais à un moment donné, il faut aller sur place, il faut aller dans le dur. Alors, c'est pas toujours facile, c'est compliqué, ça coûte cher. Et les décalages horaires, des retards d'avion, les trajets sont longs, on est fatigué, on est voilà, malmené parfois et il se passe aussi des choses juste magiques quand on voyage. Voilà, quand on voyage, c'est un voyage vers les autres, c'est un voyage aussi un voyage vers soi parce que si on reste chez soi dans notre zone de confort, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. C'est vrai que d'aller loin, d'aller voyager à la rencontre de l'autre, que ce soit au niveau des cultures, de la nourriture, de la langue, des pays, des odeurs. Enfin voilà, tout change. Et on n'a plus nos repères, on sort de notre zone de confort. Et c'est là où moi je trouve que le voyage est intéressant parce que on se retrouve, nous, moi j'organise des voyages initiatiques et j'emmène des gens avec moi pour ça. C'est Parce ça. que j'aime On le va, lien, j'aime le contact. on va justement en parler, Patrice, de tes voyages. Ce que je vous propose à tous les deux, c'est qu'on se connecte sur ton site. Alors, je vais partager. Donc, on est sur ton site patricesavoir-perdu.com Ouais, ça, et qui existe depuis très très ouais. longtemps. Moi, je l'ai toujours connu, ce site-là. Et donc, Ouais, c'est vrai. voilà, si vraiment, si vous voulez pouvoir suivre l'actualité de Patrice, c'est sur ce site-là. Alors, pour l'autre actualité, j'en profite, je fais une digression pour les salons du bien-être. C'est sur le site salonbienêtre.com Ouais. où là, on Point retrouve com. des calendriers et ainsi que le calendrier 2025 où tu vas aller à Arcachon, à Nîmes, à Mandelieu et à La Roche. La Roche? Sur Foron, Sur Foron, voilà. qui est à côté de Genève. Qui est le bout du Foron. Et Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il n'y a pas que des conférences, bien évidemment, il y a plein d'exposants, la preuve Infinité y était. Ouais. Donc Erwan, qui représentait la revue, était à À Bordeaux. Bordeaux. Moi, j'étais à Montpellier, mais ça continue et il y a plein, plein, plein d'exposants. J'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup d'aller à la rencontre de tous ces univers qui sont là. Et puis, bien sûr, il y a des conférences. C'est vrai que sur les salons que je propose, enfin, je les veux différents. Aujourd'hui, il y a, si on regarde les agendas ou les choses comme ça, aujourd'hui, on retrouve 10 salons du bien-être par week-end, si c'est pas plus. Et voilà, donc moi, alors, c'est des petits salons à droite, à gauche, qui sont faits par des thérapeutes, des associations. C'est très bien, mais moi, ce qu'on propose, c'est des salons qui sont vraiment
des salons qui sont montés. C'est pas des foires, des vides-greniers ou des marchés. C'est des vrais salons montés avec des structures. On a entre 150 et 100. Là, à Montpellier, j'avais 175 exposants. Donc, c'est des jolis salons où il y a plein de choses à voir, où il y a plein de choses à découvrir. Il y a des ateliers, il y a plein de conférences avec des têtes d'affiches qui sont présentes. Donc voilà, je fais pas le même travail que tout ça, mais que c'est pas comparable à des petits salons où il va y avoir 40 ou 50 exposants et il va y avoir, je sais pas, 500 ou 1000 visiteurs. Nous, c'est des salons sur lesquels on a entre 4 et 6, 7 000 visiteurs. Donc voilà, c'est plutôt des grosses machines. Tous les soirs, on a un concert, tous les jours, on fait une tombola. Enfin voilà, c'est des salons qui sont plutôt des gros salons de province. Voilà. C'est des Bon, gros salons et ça dure 3 jours, hein. Il y avait Ouais, vendredi, samedi, dimanche. ouais, Donc, il y a de quoi faire. Et ouais, l'entrée, moi, comme j'étais à Montpellier, j'ai une amie qui habite là-bas, c'est pour ça que j'avais choisi d'aller à Montpellier. ouais. L'entrée était pas très très chère, hein. Je la veux pas chère, c'est volontaire encore une fois. Je veux une entrée à 3, on a une entrée à 3 euros, c'est gratuit pour les mineurs, parce que je veux que ça reste accessible au plus grand nombre. Je veux pas que le prix soit vraiment un frein. Partout où je fais mes salons, c'est avec des parkings gratuits. J'ai un confrère qui fait un salon à Marseille. Vous arrivez sur le salon, déjà à l'entrée, c'est 6 euros pour le parking. Que vous restiez 1 heure ou la journée, c'est 6 balles le parking. Voilà, moi je fais le choix d'avoir des lieux où il n'y a pas de parking payant. Je veux un petit prix pour les gens, pour qu'ils puissent avoir accès à toute cette information. Je veux absolument que ce soit gratuit pour les mineurs, parce que c'est notre futur, les gamins d'aujourd'hui, et je veux aussi qu'ils aient accès à ça gratuitement. Donc c'est pour ça qu'on a un petit prix et auquel je tiens et que je veux pas augmenter. bon, la seule chose que je regrette quand même, hein, c'est pas de salon en Normandie. Moi, j'ai cherché sur Rouen, pas de Patrice Marty, pas de salon en Bretagne. On a Mais regardé non, mais sur j'ai un le net. confrère qui en fait déjà plein là-haut, donc je vais pas y venir. Ben oui, mais bon, on aurait bien aimé te voir dans nos régions un peu plus nordiques. Bon, bah, après je peux venir faire des conférences au pire, si Ah avec ça. bah voilà, on va s'arranger, on va trouver une Allez, solution. ça marche. Par contre, du coup, si on revient sur tes voyages, donc Ouais, savoir-perdu.com, ouais. les voyages en 2025, t'as déjà un certain nombre de voyages de prévus. Pérou, Bolivie. Chaque année, ouais, chaque année, je propose 4 voyages. J'ai toujours un long courrier qui est au mois d'avril. Et donc là, on va sur le Pérou et la Bolivie. J'ai toujours le voyage pour aller en Bosnie, sur la plus grande pyramide du monde. Et moi, j'étais le premier Français à aller là-bas, à travailler avec Sam Osmanagic, l'archéologue qui a découvert cette structure. Et on va aller là-bas encore une fois. Il n'y a pas que ça, on va aller voir aussi la Vierge de Medjugorje. Il y a un mur mégalithique qui ferait pâlir les murs du Pérou. Il y a des choses vraiment magiques, il y a des sphères de pierre géantes, enfin, il y a plein de choses. Pour la première fois l'année prochaine, j'organise un voyage pour aller en Turquie, sur Göbekli Tepe, sur la cité souterraine qui s'appelle Direnkuyu. Il y a le mont Nemrut qui est la pyramide en Turquie, enfin plein de choses. Et tous les ans, j'ai un voyage pour aller nager avec mes dauphins. Et voilà, ça c'est juste pur bonheur et que j'adore. Nager avec les dauphins, c'est des moments de joie indescriptibles et voilà, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose de super. Et 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 encore une fois, comme pour mes salons, j'essaie d'avoir des prix le plus abordable possible pour ces voyages. Parce que c'est pas mon métier d'organiser ce type de voyage. Moi, c'est ma passion. Donc, ça prend en charge ma venue, mon propre voyage, mais pas au-delà. Et après, je banque quasiment les voyages d'après tout temps. Donc, pour donner une idée, nager avec les dauphins, une semaine, ça coûte 1 200 euros. Alors, oui, je sais, c'est un budget, mais si vous cherchez sur la toile, c'est certainement le moins cher des voyages pour aller nager avec les dauphins. Parce que je veux que ça reste accessible, j'essaye de faire en sorte que les gens puissent vivre l'expérience. Pour moi, c'est vivre l'expérience, il y a rien de tel. Voilà, c'est juste des moments incroyables et surtout avec les dauphins où il se passe des choses humainement qui sont dingues. Et voilà, on n'en revient pas indemne, mais c'est c'est euh, c'est que du bonheur et de la magie à l'état pur. Voilà. Sur les trois autres voyages, là, il y en a peut-être un qui te vraiment qui te tarde le plus, que tu as vraiment envie de faire particulièrement l'année prochaine. Alors, tous, parce que le Pérou, ça va être mon dernier.
que je vais faire là-bas, Pérou-Bolivie, parce que j'ai envie d'aller vers d'autres destinations et que je peux pas toujours aller au Pérou. Je crois que c'est mon sixième, cinquième, sixième ou septième voyage, je sais plus. Donc voilà, il me tarde d'y retourner parce qu'il y a des choses que j'ai pas faites encore et qu'on va avoir l'opportunité de faire. On va passer une journée avec Thierry Jamin. On va aller voir les momies très tactiles, justement. Il a réussi à me faire ouvrir les portes du musée où sont conservées les momies aujourd'hui par le gouvernement péruvien. Donc, on va aller visiter tout ça. On va aller voir une petite momie extraterrestre aussi qui s'appelle Waiki. Enfin, plein de choses géniales que j'adore. Et au musée d'Ica aussi, où il y a les plus gros crânes allongés du monde, que j'ai toujours pas vu et que je rêve d'aller voir. Donc voilà, pour moi, c'est important de ce voyage et puis de retrouver Malkou, qui est mon, mon- mon frère des Andes. C'est un chaman juste magique et voilà que j'aime beaucoup et qui est vraiment incroyable. La Bosnie, c'est toujours autant de plaisir d'aller là-bas. Les énergies sont dingues. Aller dans ces tunnels, je m'en lasse pas d'une année sur l'autre et quand ça finit, je me languis de l'année d'après pour retourner dans les tunnels, qui sont des tunnels où on peut faire le plein de ions négatifs qui sont bons pour la santé. Celui de la Turquie, c'est la première fois que j'y vais, donc je vais découvrir en même temps que le groupe plein de choses et tous les sites, les lieux. J'ai jamais fait de repérage là-bas, j'ai jamais pu y aller encore. Donc ça va être un voyage un peu particulier pour moi là-dessus, puisque je vais découvrir en même temps que les gens qui vont m'accompagner. Donc ça, c'est toujours un peu bizarre, mais voilà. Et celui des dauphins, voilà, je ne conçois pas de ne pas aller nager avec eux une fois par an. Je fais le plein de tout, d'énergie, d'amour, de joie. Puis ça me déconnecte tellement de tout. On est pendant une semaine sur un bateau, en plein milieu d'un petit lagon. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Voilà, on coupe tout. Et au début, la première fois, je me suis dit, voilà, sans téléphone, sans internet, ça va être compliqué. Au bout de une demi-journée, quand on est sur le bateau, c'est fini le téléphone, on n'y pense même plus. Enfin, voilà. Et c'est tellement de sensations particulières d'être dans la mer. Symboliquement, c'est fort. Et avec eux, avec ces dauphins, avec cette énergie, les chants qu'ils ont. Enfin, voilà. Puis le lagon est juste splendide. Il a une forme de cœur et il y a une flore, une faune qui est somptueuse. Donc voilà, on passe de super bons moments dans, Mm, mm. dans cette semaine de voyage. Natacha, allez, si tu devais en choisir un. Ah, celui avec les dauphins. Allez. Ah là là, j'ai Ouais. tellement envie de vivre ça, si tu savais. C'est le rêve de beaucoup de personnes, hein, je l'entends souvent. Ah, c'est toi qui viens de me le vendre, en fait, parce que ça Ah, n'était pas mon rêve. Moi, ouais, j'adore la mer, je me sens très très bien dedans. Je ne peux pas vivre loin de la mer, ce n'est pas ouais, possible pour moi. Et, et en fait, comme tu m'as parlé là des dauphins, de ce qui se passait, de cette interaction, et évidemment, j'aime énormément les animaux. Pour tout te dire, à la maison, j'en ai 5 des animaux. Donc, évidemment, là, c'est du vivant, c'est de l'amour, ça c'est sûr, puisque les animaux, c'est quand même des boules d'amour pour ouais, moi, même si je ne me mettrais pas devant un lion affamé, pour rien au ouais. monde, mais, mais disons que c'est une interaction naturelle, Hmm. et là, dans un milieu marin comme ça, ça doit être extraordinaire, Ah, vraiment. c'est juste de la magie, vraiment. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Encore une fois, c'est des choses qui se vivent. Les voyages, ça se vit. C'est difficile de mettre des mots dessus. Là, on a en photo le Machu Picchu. Voilà, quand on fait le lever du soleil au Machu Picchu, voilà, bon, ça vaut 10, il n'y a pas de mots. Je ne sais pas comment faire. C'est difficile de mettre des mots dessus. C'est que de la magie, pareil. Enfin, voilà, c'est tous ces lieux qui sont des lieux sacrés, qui sont des lieux initiatiques, mégalithiques pour la plupart. Voilà, moi, j'arrive pas à m'en défaire et voilà, à ne pas visiter notre planète. Il y a tellement de choses à faire, tellement de mystères encore à explorer, de choses à vivre, voilà, c'est des pays où il y a des traces comme ça, de ces anciennes civilisations qui font partie de mes thèmes de recherche. Comme tu le disais tout à l'heure, moi je suis un passionné, je suis un chercheur passionné, je suis pas un chercheur diplômé, hein. Je suis autodidacte et voilà, mais je vais sur le terrain, je cherche, je vais voir les gens, pour moi c'est important d'aller comme ça au contact tout le temps. C'est comme ça que je peux en parler. Sinon je pourrais pas. Si c'était juste intellectuel dans des bouquins internet ou autre, c'est difficile. Il faut vraiment être sur place,
ressentir l'énergie des lieux. Voilà, c'est particulier, oui. Ouais, tu as raison. J'aimerais bien, les amis, que vous mettiez dans le chat et dans le commentaire. Je rappelle quand même que cette émission, il y a un chat le samedi. Donc, pour ceux qui regardent en différé, il y a un chat le samedi et vous pouvez poser des questions. Donc, dites-nous dans les commentaires les lieux dans lesquels vous êtes allés, les lieux dans lesquels vous aimeriez aller. Et puis, pendant que vous répondez, Antoine, où est-ce que tu voudrais aller, toi? Mhm. Tous, mais alors effectivement, l'expérience avec les dauphins, ça va être génialissime. Bon, moi, j'ai juste un problème, je sais pas nager, quoi. Je sais barboter. Mais bon, avec un dauphin, c'est peut-être plus facile de barboter, il vient t'aider, tout. Bon. Donc ça pourrait. Tu t'accroches, Non, voilà, c'est avoué. Non, tu non, t'accroches non, pas? touche pas les dauphins. Ah Non. mince, c'est le fantasme des films d'Hollywood où on prend l'aileron du dauphin et puis. C'est ça? Oui, c'est que Flipper qui fait ça. Sinon, non, ça n'existe pas. Non. D'accord. Donc, voilà. Donc, au moins, tu as répondu à ma question. Donc, ça ne sera pas les dauphins. Euh, le Pérou, ben oui, les mystérieuses cités d'or, forcément, Génération Cité d'or, Eh oui. etc. Voilà, ça m'a toujours tenté. Et puis, à chaque fois que moi, je vois cette image-là, je revois cet épisode des mystérieuses cités d'or où ils arrivent avec le grand Dans le condor, etc. Condor. Bon, voilà. Donc Eh voilà, oui. très envie, mais d'un autre côté, la Bosnie qui est beaucoup plus proche pour le coup, et qui il y a aussi vraiment énormément de choses à découvrir, donc ça me tente bien. Et puis ce lieu en Turquie qui est imprononçable à chaque fois, je le dis à côté. Göbekli Oh, Tepe. c'est ça, il faut que je Comment? l'ai sous les yeux. Göbekli Regarde, Tepe. Göbekli Tepe, voilà, quand je l'ai sous les yeux, c'est Oh. impeccable. Voilà. Göbekli Tepe, Voilà. tout simplement. Ouais, moi, je ne sais même pas. D'ailleurs, quand tu iras à Gobekli Tepe, Patrice, euh, et quand tu passeras devant il y a une stèle où il y a des oiseaux qui sont gravés, qui sont Oui, des dodos de la oui, Réunion en fait. oui. Voilà. Alors, il n'y a jamais eu de dodo à La Réunion. Dodo Léla, c'est le symbole de la Réunion. Oui, mais il n'y a jamais. Alors, c'est le symbole qu'il y a sur la bière réunionnaise, mais il n'y a jamais eu de dodo à La Réunion. Il y en a eu plein à l'île Maurice, il n'y en a jamais eu à La Réunion. D'accord. Donc voilà, on n'est pas très loin non plus. Et bon, Ouais. ben voilà, écoute, tu auras une pensée pour nous quand tu verras la dodo, tu diras, ben oui, Ouais, voilà, pour toi. Ah bah tiens, ça fait merci. le pilier d'Antoine. C'est le pilier d'Antoine, exactement. Ouais. Donc voilà, Natacha, très très difficile de répondre. Là, j'aimerais juste avoir un petit budget pour tous les faire. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que Mmh. c'est vrai que c'est toujours des budgets. C'est pour ça que je dis quand on voyage, bien souvent, je dis aux gens qu'il faut se remercier soi-même parce que c'est du temps qu'on va prendre, c'est de l'argent, c'est des moments qui sont pas toujours simples. Il y a les voyages dans les aéroports, il y a des retards parfois où on perd les valises, où tu vois, il se passe plein de trucs pendant les voyages. Donc voilà, il faut se remercier soi de pouvoir avoir la chance d'avoir accès à ce genre de choses et de pouvoir le mettre en place. Et voilà, parce que c'est un voyage vers soi qu'on fait en fait. Oh, et ça, c'est important. C'est vrai que quand on reste comme moi toute l'année à travailler derrière mon écran d'ordinateur, c'est pas là où je me retrouve. C'est sur ce type de voyage où je peux prendre Eh du oui. temps justement d'être en phase avec Et, moi, avec le groupe, avec les autres, et c'est ça et qui est magique. l'été, tu continues aussi à aller en Angleterre sur les crops? Alors, cette année, ça faisait la 20e fois que j'y allais, donc j'y ai été tous les ans pendant 20 ans. Euh, cette année, on n'a pu visiter qu'un seul crop circle, euh, alors que sur une semaine, hein. Alors qu'avant, on en visitait 3 ou 4 par jour. Donc des crop circles, on arrive quasiment à la fin du phénomène. Et c'est pour ça que l'année prochaine, je propose la Turquie à la place du voyage que je fais normalement en D'accord. Angleterre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'Angleterre l'année prochaine. Je vais voir comment ça se passe en 2025 sur l'Angleterre. Est-ce qu'il y aura plus de crop circles ou pas? On verra, mais l'année dernière, il y a eu 4 ou 5 crop circles pendant l'été. On a pu en visiter un pendant la semaine, alors qu'avant, on en visitait 2, 3, 4 par jour, tu vois.
Donc voilà. Donc Ouais, bah, c'est je- exactement ce que nous disait Umberto Molinaro. Il avait fait le même constat ouais, bien sûr. que cet été, il y en avait Ah très très oui. peu. Oui, il y en a Alors, très peu. Donc voilà, donc c'est dommage parce que moi j'adore la région, mais moi ce qui me faisait vibrer depuis 20 ans quand j'allais là-bas, c'était pas les sites sacrés, c'est toujours les mêmes, ils n'ont pas bougé depuis des millénaires. Mais c'était les nouveaux crop circles qui arrivaient chaque année, donc ça c'était le côté excitant du voyage. mm, Maintenant, si c'est juste les sites sacrés, alors juste, je fais pas la fine bouche, mais parce que rentrer à l'intérieur de Stonehenge comme je le faisais, c'était juste de la magie aussi, hein. ouais, Parce que c'est interdit aujourd'hui, hein. J'avais ouais, des c'est ça, c'est autorisations même plus du possible aujourd'hui, gouvernement c'est ça. pour le faire. Donc voilà, c'était magique, mais ça fait 20 ans que je le fais. Donc maintenant, j'ai envie de faire autre chose aussi. Donc voilà, c'est comme ça que la Turquie est arrivée pour 2025. Ok. Un dernier voyage dont on n'a pas encore parlé, euh, et ensuite on arrivera au terme de cette partie-là, c'est sur l'île de Pâques. Donc il y avait cette histoire extraordinaire sur l'île de Pâques que tu nous avais racontée, où il y avait eu ce vol, il me semble, c'était du crâne de cristal du chef de la tribu, et que tu avais suivi un peu toute l'affaire, et que tu avais peut-être même retrouvé finalement le, l'un des héritiers de la personne qui aurait Ouais. fait main basse sur ce crâne. Et on Alors, en était resté là il y a quelques années. Je ne sais pas si depuis ton enquête a avancé. non, malheureusement, c'était pas un crâne en cristal, hein, c'était un vrai crâne humain, Ah oui, euh, exact. qui est en fait le crâne du premier roi de l'île de Pâques, qui s'appelle Ottomatoa. Et, euh, et le crâne de Tomatoa est conservé comme une relique par ses descendants. Et un jour, un archéologue français, je ne citerai pas le nom, c'est pas le propos, euh, mal intentionné néanmoins, euh, est resté presque 6 mois enfin, ou un an sur l'île. Et au bout d'un an, bah, les autochtones lui ont dit, bah, nous, on a le crâne d'Automatoa, ma famille est la gardienne de cette relique. Et ils lui ont prêté pour une nuit pour qu'il l'étudie, pour qu'il en fasse des croquis, des choses comme ça. Et au petit matin, quand ils se sont réveillés, le bateau du monsieur avait disparu et le crâne avec. Voilà. Quand moi, effectivement, je suis retourné quand j'ai été la première fois à l'île de Pâques avec mon crâne en cristal, le chef de ce clan de l'île vient me voir en me disant, voilà, c'est la première fois qu'on a un Français qui revient sur l'île avec un crâne. Et c'est un Français qui nous a piqué le crâne, même si c'était pas un crâne en cristal, tu vois. Mais pour lui, ça lui parlait. Donc il m'a demandé de les aider à retrouver le crâne d'Automatois, parce que pour eux, quand le crâne est parti, une grande partie du mana, l'énergie de l'île de Pâques a quitté l'île de Pâques en même temps que le crâne. Et ils aimeraient que cette énergie revienne sur l'île de Pâques et que le mana soit réintégré par l'île de Pâques. Au même titre que quand ils ont volé le Moai, euh, qui a été volé par les Anglais qui est au British Museum aujourd'hui. Ils aimeraient bien que ce Moai puisse revenir sur l'île parce que c'était le Moai le plus important de l'île. Ils ont volé celui-là parce que c'était la représentation de leur divinité la plus importante. Ça a permis de casser cette croyance-là et de mettre en place la religion catholique. D'accord. Donc voilà, donc ce mois, il est important aussi pour l'île de Pâques. Mais ce crâne, voilà, je l'ai cherché pendant longtemps. J'ai retrouvé le descendant de ce monsieur qui a volé le crâne euh, et qui m'a baladé pendant plusieurs mois, euh, enfin, en me racontant des bêtises, des mensonges, enfin, tout ce que tu veux, et jusqu'au final où j'ai su que c'est lui qui était gardien du crâne et qu'il avait sûrement revendu à quelqu'un. Voilà. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui l'a revendu et pour l'instant, il ne veut pas me dire à qui il l'a vendu. Donc, si D'accord. un jour vous voyez un crâne un peu allongé, de couleur orange, avec de l'écriture en rongo-rongo dessus, appelez-moi. Voilà. Ok, bon, en tout cas, voilà, moi, c'est une histoire vraiment qui m'avait passionné. Et oui, alors, effectivement, j'avais confondu, c'était pas un crâne de cristal qui a été volé, mais c'était grâce justement à ton crâne de cristal Oui, que tu avais pu rentrer en communication, quoi, établir une un confiance lien, ouais. avec ces personnes-là, parce qu'ils étaient effectivement traumatisés par les exactions de ce personnage, hein. Tout Et à fait. quand on regarde derrière Alors, toi, quand on regarde derrière oui, toi, ton décorum, tu as effectivement un lien
plutôt proche de l'île de Pâques, parce qu'on Ouais, voit ton beau Moai. ouais, Ah, tu as choisi le ouais. Moai, alors ton livre, hein, Les Crânes de Cristal, donc c'est ce livre-là qui sort, qui est sorti il y a un mois maintenant. Ouais, oui, oui, un mois, ça y est, c'était le 12 novembre, effectivement. Voilà. On peut trouver dans toutes les bonnes Dans librairies, comme toutes on les dit. librairies, dans toutes les bonnes crèmeries et voilà, dans toutes oui, oui, chez tous les libraires, normalement, vous devez pouvoir le trouver pour le moment sans grand souci. Sinon, après, sur mon site, sur Savoir Perdu aussi, il est disponible. Là, pendant les fêtes, j'offre une planche j'ai créé, ça m'a été donné en rêve par les crânes, l'arbre de Séphiroth avec les crânes de cristal anciens. Et donc, si les gens m'achètent le livre, je leur offre cette planche qui est en photo à l'intérieur, mais comme ça, vous l'avez indépendamment. Et puis voilà, comme ça, je fais une petite dédicace du bouquin aussi. Et voilà, c'est des petits cadeaux qu'on peut mettre au pied du sapin. Exactement, c'est toujours plus sympa avec la petite Ouais, dédicace. Voilà. voilà. Et donc, ton crâne Sirius qui est derrière. Euh, Ouais. tu as communiqué avec lui là pendant l'émission? Il t'a parlé ou il y a des choses qui sont passées? Il t'a dit ils Alors, sont c'est quand même très cool ces rare. deux-là ou... Non, c'est très rare quand il me file des infos. Mhm. Quand il me donne des infos, bien souvent, c'est parce que c'est des choses très, très importantes ou graves, tu vois. Et puis moi, je m'en sers pas comme une boule de cristal, c'est pas le sujet. Donc, c'est rare quand je demande des choses à mes crânes. C'est plutôt eux qui me donnent des infos quand je dois les avoir. Et comme je suis pas mal euh, devant l'ordi à bosser, souvent la tête dans le guidon avec mes 8 salons là que j'organise, c'est souvent la nuit sous forme de rêve qui me donne des infos. Et là, je m'en souviens le matin quand je me réveille, parce que d'habitude, je me souviens très peu de mes rêves. Et quand c'est important comme ça, le matin, le rêve, il est là, il est présent et je m'en souviens bien. Ou alors, quand c'est des choses vraiment très graves, là, j'ai des messages assez clairs. Sirius, pour ça, il est assez tranchant parfois et surprenant aussi. Les enfants l'adorent. Ils adorent le tripoter. Souvent, les enfants, les petits, en dessous de 5 6 ans, ils me disent qu'ils rigolent beaucoup. Voilà. Donc ils aiment bien rigoler, les enfants aiment bien rigoler avec lui. Donc voilà, c'est une énergie particulière, les crânes. Et on pense aussi que quand les crânes sont en contact les uns avec les autres, après, ça fait comme une grille autour de la Terre, euh, avec cette énergie des crânes, qui est, ils sont reliés les uns avec les autres. Et voilà, pour notre évolution. C'est vraiment des outils pour moi d'éveil, d'évolution et de développement personnel et de travail sur soi. Donc c'est important et en plus il y a ce lien avec les étoiles. Donc moi ça me plaît beaucoup forcément parce que encore une fois depuis tout petit je sais que euh, je sais que on n'est pas seul dans l'univers, quoi, tu vois. Et c'est pas une croyance. C'est un fait, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est évident, enfin, voilà. Et donc c'est vrai que d'être en contact, moi enfin, pas souvent, quelquefois j'ai eu la chance de voir des phénomènes un petit peu particuliers et voilà, je suis pas plus surpris que ça. Quand on va au Mexique, ils en voient régulièrement ou au Guatemala, dans ces pays-là, c'est pas des choses qui les perturbent plus que ça. Bon, Natacha, tu connaissais pas le crâne de cristal. Mais ni le crâne de cristal, ni les crânes de grès. J'ai découvert Patrice dans la revue Infinité, figure-toi. C'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer sur le salon, parce qu'il y a un article sur ton travail, sur ce que tu fais, Patrice. Mm. Et comme j'ai déjà vu, bien évidemment, dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité, les crânes de cristal. Mais je t'avoue que je ne m'étais jamais penchée sur le sujet, je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'en voyais sur les salons à vendre, etc. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de crâne? À part, pour moi, hein, personnellement, méditer sur la mort, parce que je médite énormément, à part méditer sur la mort, je ne voyais pas trop. C'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi de l'inviter pour cette émission. Je me suis dit, bah, ça, c'est on va creuser la question, quoi. Mais non, je Et connaissais c'est vrai pas. qu'il y a plein de personnes qui ne voient à travers l'emblème du crâne de cristal une tête de mort. Alors que pour que ce soit une tête de mort, il faut que le truc était vivant avant.
Donc un crâne de cristal, il a jamais été vivant, donc c'est un crâne, c'est pas une tête de mort. Mais il y a cette, comme je le disais tout à l'heure, cette éducation judéo-chrétienne qui va falloir se défaire, qui a 2000 ans d'empreinte là-dessus, et revenir à l'origine de la symbolique qui est la connaissance. Une fois que les gens auront réussi à franchir le pas et à revenir vers la symbolique de la connaissance, c'est une énergie qui est incroyable parce que la connaissance, c'est le savoir. Savoir aujourd'hui, ne pas savoir, c'est un choix. Parce qu'avec les outils qu'on a à notre disposition, que ce soit les livres, Internet, enfin, voilà, de voyager, c'est quand même une période très pratique pour tout ça. Et donc, ne pas savoir, c'est un choix. Et moi, je fais le choix de savoir. Et même si ce savoir-là, il est perdu, essayer de le retrouver et de le communiquer au plus grand nombre. Et voilà, des recherches que je fais à travers des émissions comme vous pouvez vous proposer pour essayer de toucher le maximum de monde possible parce que c'est en éveillant les consciences et les personnes que voilà, on pourra avoir un monde plus serein et plus en paix qu'il n'est aujourd'hui. Bah, là, je suis en train de faire le lien entre ton crâne là et le crâne de d'Antoine et je suis en train de enfin de voir des images comme quoi le crâne de cristal pourrait représenter, pour moi, hein, pourrait représenter la connaissance et la conscience pure, non matérielle, Mhm. puisque cristal quasiment, et qui s'intègre dans une conscience plus petite et plus, puisque c'est aussi la taille, et plus reliée à la matière, donc Plus modifiée. brut. Ouais, ouais, je sais pas comment je Ouais, vais le ouais. prendre, moi, ça, cette histoire. C'est moi qui ai la conscience plus petite et plus brute. De quoi est-on le gardien? Mais moi, si vous faites le lien entre les trois, il y a la conscience pure, il y a la conscience, et là, il y a que dalle. Il y a une petite étincelle, regarde, tu as découvert ça sur le salon, donc c'est bien. Oui. Moi, j'ai la lumière directe. Bon, parfait. Voilà. En tout cas, Patrice, eh ben, on te remercie vraiment chaleureusement d'être venu en cette fin d'année. Ça nous a fait extrêmement plaisir de rediscuter de tout ça, de tout ton univers. Donc, Bah, avec grand savoirperdu.com hein, plaisir. Et puis pour. voilà, le livre que je vous montre, hop, qui est là. Les Mm, crânes de mm. cristal porteurs de sagesse. Voilà, c'est voilà, cette sagesse dont j'ai parlé pendant toute cette émission et qu'on a essayé de condenser dans ce bouquin. Quelle maison d'édition? On est aux éditions Lanor. Ah, la Nord, très bien. Oui, Je connais oui, bien. oui, Très bien. belle maison et voilà, qui m'ont permis, vraiment, je les remercie mille fois parce qu'ils m'ont vraiment permis d'avoir un bouquin tout en couleur comme je voulais. Même la police d'écriture, je la voulais pas noire, je voulais du bleu. Donc voilà, ils ont vraiment réussi à aller jusqu'au bout de mes je vais pas dire mes caprices, mais toutes mes demandes qui pour moi étaient importantes parce que c'est comme ça que l'énergie circule et voilà, c'est important. Et vraiment, ils ont compris tout ça et ils ont fait un super boulot et je suis vraiment très content du produit fini. Très bien. Merci d'être venu, Nous, Patrice. Avec grand plaisir. ouais. Nous concernant, eh bien, nous nous retrouvons encore ben, une fois la semaine prochaine avec Natacha pour le dernier Mimi de l'année, là, juste avant Noël. Après, on fera une petite pause de Noël, histoire de recharger les batteries. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des pauses sur la chaîne, parce que justement, au contraire, il y aura plein d'actualités. Déjà, mercredi prochain, donc mercredi 18, vous retrouverez le Mimi spécial trimestriel qu'on a fait avec Jérôme. Vous savez, maintenant, chaque trimestre, on vous propose trois Mimi spéciaux avec Jérôme. Donc le premier, c'est avec le réalisateur, producteur, musicien, quoi. Il fait tout, vous allez voir. C'est Michel Rousseau hein, pour son film extraordinaire, Terra Incognita 1901. On a passé presque 2 heures avec lui à décortiquer son film. Vous allez voir, c'est plutôt génial. La semaine suivante, donc le 25, eh bien, ça sera cette fois-ci avec Stéphane Royer pour faire le récapitulatif de l'actu ufologie de cette fin 2024. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et enfin, j'hésite encore, soit le 31, soit le 1er, je verrai, ça sera
le Mimi en immersion avec Jérôme, où là, bien, c'est tout trouvé. Il a fait 2 semaines de voyage en Égypte avec, JB de Baby in the World. Donc, on va faire voilà, c'est une rétrospective de ce voyage. Il va nous montrer des lieux incroyables et puis nous dire tout ce qu'il a ressenti là-bas. Donc, vous voyez déjà vraiment un gros programme. Et puis, il y aura aussi conférences qu'on a captées comment dire, au mois de mai à Cajac et conférences qu'on a captées aussi au mois de juin lors du Festival des Merveilles et des Mystères. Et enfin, pour finir, la nouvelle émission avec Lily Oz, l'émission qui s'appelle vous allez voir ce que c'est. C'est les mondes invisibles. On en reparlera. C'est une émission qui va devenir récurrente. Et pour conclure tout ce programme, eh bien justement, ça fait écho avec toute cette émission qu'on vient de faire avec Patrice Marty. C'est le métier de gardien de cristal. Une émission que j'ai tournée avec Amel, là, que vous allez avoir donc soit ce soir, soit dans la semaine, et où vous allez mieux comprendre effectivement qu'est ce métier de gardien de crâne de cristal et comment sont construits les crânes de cristal. On ne l'a pas abordé pendant l'émission, mais effectivement, Patrice l'a dit rapidement, il y a des crânes anciens et des crânes modernes. Et qu'est-ce que c'est en fait un crâne, comment c'est fabriqué, comment est-ce que la conscience arrive dedans, etc. Voilà, on en parle tout ça avec Amel. Donc après, vous serez incollable sur ces sujets. Natacha, interro écrite dans une semaine. Mais écoute, moi j'ai hâte de voir tout ça. Et puis pour finir l'actu, il y a Infinité, donc le magazine, la revue de la spiritualité des mondes invisibles, dans laquelle je suis rédactrice, dans laquelle tu es apparue, donc Patrice. Un Euh, très bel article, ouais. va- Ouais, il est sympa. Il Hmm. va sortir fin janvier, donc on a fini nos articles, je vous en dis pas plus, vous allez avoir aussi des pépites et l'actualité de ma chaîne, parce que quand même, il y a aussi des trucs assez sympas sur ma chaîne, Natacha Co, je rappelle quand même. Je travaille actuellement sur une vidéo sur la communication. On en avait beaucoup parlé avec Antoine. Sur la communication animalière, la communication animale et la psychogénéalogie. Je suis en train de travailler dessus. C'est Laetitia Serrano. C'est une autre pépite. C'est un trésor. J'adore. Et puis il y a plein d'autres vidéos que j'ai. Je ne suis pas comme toi, Antoine. Je ne suis pas aussi rapide. Moi, j'ai au moins 40 vidéos en attente hein, maintenant. Donc, et puis, évidemment, l'interview de Patrice qui va arriver aussi sur ma chaîne très vite avec Jacques Martel et avec notre ami youtubeur que tu connais bien, Philippe Ferrer, puisque qui était donc sur ton salon. Ouais. Et j'ai rencontré sur le salon, alors là j'étais complètement bluffée, un monsieur qui est scientifique et vrai scientifique, qui fait des études sur le magnétisme. Je suis magnétiseuse, donc on a beaucoup parlé, je l'ai interviewé. Et encore sur ton salon, Patrice, tu vois que j'ai trouvé encore des pépites. Une dame qui nous a parlé de sexualité sacrée, de féminité sacrée, des eudionies. Je l'ai interviewée parce que là, je connais pas non plus, je connais que dalle sur tout ça. Donc j'ai dit, OK, allez, on balance. Et donc, prochainement sur ma chaîne, vous allez découvrir tout ça. Antoine, je suis sûre que tu vas avoir hâte de découvrir toutes ces pépites. Exactement de bien. Moi, je suis abonné à ta chaîne. Ouais, et vous aussi, Patrice, abonne-toi. Voilà. Et puis juste pour finir aussi, sur la chaîne secondaire Tolkien Collection, vous aurez droit là, cette semaine à la Gazette de la Terre du Milieu du mois de décembre, avec toutes les nouveautés du mois de décembre. Et après, on se repose. Dodo. Dodo. Patrice, merci d'être venu. Natacha, Merci à tous. à la semaine prochaine. Et puis, passez un très très bon week-end. Passez de bonnes fêtes. À bientôt. À Ciao les bientôt. amis. Au revoir.
Alors, j'ai encore un petit peu la voix un peu abîmée suite au salon, parce que j'ai beaucoup D'accord. parlé sur le salon. Oui, c'est bien. T'as fait un concert, t'as chanté Non, 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 mais moi, je présentais la revue, donc j'ai parlé pendant 2 jours. Donc là, je suis un petit peu, Mon Dieu, ils avaient pas trouvé le bouton off. alors, je le raconterai en anecdote, tiens, pour le Allez, ça va. tu vas voir. Ok. Alors justement, pour conclure cette émission, moi je voulais Oui. te proposer une petite expérience, parce que tu parlais, bien, ça tombe bien de mettre en contact des crânes. Moi, j'aimerais te montrer un crâne que j'ai, qui est un petit peu particulier, et Ouais. voir si, bien, justement, on peut les mettre les deux en contact à travers la caméra. Et puis, alors, on n'aura rien qui se passera, mais peut-être que demain matin, tu auras quelque chose à me dire, puis tu Ou m'enverras un petit toi, message, ou moi, ou toi. Ouais. sachant Ou que moi, moi? ou Ou Natacha. peut-être Natacha. Oui, absolument. Et alors, je vais vous le chercher, mais Allez, va. il est particulier. Bon. Oh, j'en ai vu d'autres, hein. Moi, Tu j'ai le fait connais, Natacha, ce crâne? Tu l'as déjà vu? non, jamais. Non? Non, D'accord. non, jamais. Là, il va le montrer pour la première fois, à la caméra. D'accord. Ouais. Ouais. Alors, il est Je me demandais si je particulier. le connaissais. Mmh. Non, je pense pas que tu le connaisses. Non, 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 je Il est connais pas. particulier parce qu'en réalité, c'est pas un crâne de cristal. Et tout à l'heure, tu disais que justement, il pouvait y avoir plusieurs formes de crâne. Et avant de vous le Mhm. montrer, je vais changer la batterie de ma caméra. Oh, le teaser. Donc, alors, mon crâne, il est un petit peu particulier parce qu'en réalité, c'est pas un crâne de cristal. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des crânes sous d'autres formes. Et avant de vous le montrer, je vais vous raconter l'histoire. Après, vous aurez plus de détails si vous regardez la vidéo que j'ai faite avec Amel. C'était une époque où moi, justement, je m'intéressais à tous ces crânes, mais justement, grâce à toi, grâce aux émissions que je suivais quand on parlait sur BTLV, par exemple, quand tu venais chez nous. Et donc, je me disais, ouais, ce serait bien que j'aimerais bien trouver mon crâne. Un jour, en faisant un footing, je vois une espèce de protubérance qui dépasse du sol. Ouais, c'est à l'époque où je courais, Natacha, je faisais du footing à l'époque. Et arrête, je dis, tiens, c'est bizarre, je fais 3 pas en arrière, puis je bouge le truc, et puis tu vois, la protubérance, ça, hop, ça sort, et cloc, ça me sort une espèce de caillou rond comme ça, qui a, Ah ouais. qui a vraiment Ah une ouais, on forme dirait un petit crâne de crâne, hein. Ouais. on dirait un crâne de grès en réalité. Ouais. Voilà. Et il a une particularité, c'est que à l'intérieur, il est creux, et quand je le secoue, je ne Il y sais a pas si quelque vous chose l'entendez, dedans. il y a quelque chose dedans. Donc c'est vraiment un caillou Ouais. très particulier, et puis ça correspondait à un moment où je faisais une recherche justement de crâne. Donc du Bah coup, je l'ai ouais. adopté, je me suis dit: «Mais ça sera mon crâne de cristal à moi». J'ai jamais Parfait. réussi à discuter avec, mais l'expérience que je voulais te proposer, c'est si, je présente ce crâne à Sirius, est-ce que peut-être que Sirius, ou peut-être que lui, il a pas de bouche. Peut-être, je sais, alors, je sais pas du tout. Et alors, on pense que la fréquence qui permet justement d'échanger l'information, c'est le quartz. Euh, et la silice. Alors, s'il y a du quartz, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des petites choses qui brillent dessus ou pas Non, ça fait vraiment ça fait très caillou, grès, tu vois? Un peu Mais c'est bizarre que quand tu mousseline le peut-être. secoues, il y ait quelque chose dedans quand même. Mais oui, c'est ça. Il est creux, Oui, mais enfin, qu'il soit creux, c'est une chose, mais qu'il y ait un truc dans la partie c'est creuse ça. qui se Il y a balade et qui il y a une bouge. pierre dans une pierre, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Il a un petit poids dans le crâne. Ça- C'est particulier, quoi. Ah non, c'est rigolo, ouais. Et non, mais alors, c'est vrai qu'il y a un côté où on dirait vraiment un crâne, ouais. Voilà, ce côté-là, et ouais, Ouais, vraiment, complètement. il est On a particulier, vraiment ouais. l'impression, ouais, tout à fait. Bon, si un jour je viens faire une conférence là-haut, tu me l'amèneras, hein. Allez, ça marche. Et donc si Bon, voilà, ça si marche. Sirius, il s'est connecté là, et Exactement. Et si pareil, si toi tu as un message demain, hein, tu me fais un ah petit bah, texto, hein. je t'en fais pas, il y a pas de problème. Bon, ça Bon, marche. voilà.